Donc, ce qu'est la Team France Export qui aujourd'hui vous propose ces rendez-vous internationaux, cette session de conférences et d'ateliers. Donc, la Team France Export, nous sommes vraiment la mise en commun des solutions publiques d'accompagnement de nos entreprises donc, françaises, ultramarines, à l'international. Donc, la team, cette même équipe, qui se compose à la fois de nos chambres de commerce, mais également de Business France, et des financeurs comme nos collectivités, donc collectivités, régions, l'État et BPI France également. Donc, nous accompagnons donc à la fois en conseil, mais également en financement, nos entreprises qui ont des velléités à l'international. Donc, nous avons une gamme, à Team France Export, nous avons une gamme de solutions pour permettre à ces entreprises de réussir à l'international en fonction de leurs besoins. Donc, si vous n'avez pas participé à la première conférence ce matin, je vous engage à regarder le replay. Mais très rapidement, avec ce petit rappel, nous avons des solutions qui accompagnent les entreprises à chaque étape de la maturation de leur projet. Donc, à chaque étape, nous avons une solution pour répondre aux besoins de l'entreprise, donc de structuration, le besoin de structurer son projet, donc avec une offre de prestations pour valider son potentiel, donc vraiment un audit de sa capacité à partir à l'export, et aussi de mettre en place justement les actions correctives nécessaires pour organiser sa démarche, pour structurer véritablement sa démarche initiale à l'export. Donc, nous avons également des prestations donc, qui permettent de s'informer, donc avoir des premières informations sur les marchés qui ciblent et également de les choisir, donc prioriser certains, cibler d'autres marchés et également de monter en compétences sur ces techniques spécifiques à l'export, donc renforcer ses compétences linguistiques, techniques export, etc. Deuxième gamme de prestations, donc pour accompagner le besoin de prospection, de commercialisation des produits ou de communication. Donc, comment bien démarrer un marché cible, donc cette phase de prospection de ces marchés, trouver les bons prospects, comment bien se positionner, participer à certains salons, etc. Rencontrer ces prospects B2B, présenter cette offre et communiquer donc avec les bons outils de communication à l'international. Donc, nous avons aussi des prestations pour accompagner les entreprises pour avoir ces outils de communication et ces relations adéquates. Et enfin, pour accélérer le développement à l'export, la Team France Export propose aux entreprises de faire un suivi de façon à transformer ce marché, convertir les prospects véritablement en des clients, créer des courants d'affaires sur les marchés qu'ils ont prospectés, éventuellement recruter sur place une ressource humaine à l'export pour renforcer les équipes sur place, donc avec le dispositif VIE, Volontariat International d'entreprise. Et enfin, participer éventuellement à un programme d'immersion, d'accélération pour véritablement booster le développement de ces entreprises sur les marchés sur lesquels elles souhaitent souvent s'implanter. Donc voilà, globalement et très rapidement en une slide, ce que la Team France Export propose. Bien sûr, on a un panel de prestations de solutions qui s'adaptent aux besoins, je le répète, et à la maturité des projets de chacune de vos entreprises, quelle que soit sa taille et quel que soit son secteur. Donc, ce qui nous rassemble aujourd'hui, cet après-midi, c'est le nerf de la guerre, c'est le financement à l'export. Pour réussir à l'international, donc bien sûr, les entreprises ont besoin non seulement de temps, mais aussi de ressources. Et la ressource financière est essentielle et va permettre à l'entreprise de véritablement sécuriser ses opérations. Donc, à chaque étape de son projet, l'entreprise dispose d'un panel d'aide et d'outils de financement qui lui permettent de concrétiser son projet. On va en voir donc cet après-midi quelques-unes. Donc, nous, Team France Export, vos conseillers internationaux de proximité, sont là pour vous aider à identifier ces sources de financement.
Donc, à dresser un plan d'action, bien sûr, et à identifier les financements qui sont adéquats à chaque étape de votre démarche à l'export. Et donc, nous vous aidons vraiment à structurer votre stratégie, donc avec ce plan d'action, comme je le disais, et les moyens financiers qui vont bien. Donc, aussi bien des aides publiques, donc des aides, comme je disais, de l'État, des aides de nos régions, de nos collectivités, mais également avec vos partenaires privés comme les banques. Nous avons des relations privilégiées avec certains partenaires. On a d'ailleurs des ateliers financement bancaire, donc avec nos partenaires. Donc n'hésitez pas aussi à participer à ces ateliers dans le cadre des rendez-vous internationaux. Nous avons des ateliers avec les banques. Donc, on est vraiment là, à vos côtés, quel que soit votre besoin de financement, pour trouver les bons outils et les bons partenaires. Je vais vous présenter donc l'aide financière du ministère chargé des Outre-mer. Donc, qui est une aide, on va dire, un peu l'aide classique dont bénéficient nos entreprises ultramarines. On a ce privilège de bénéficier de cette aide à travers la convention que nous avons, donc ministère chargé des Outre-mer, avec Business France. Donc, c'est une convention qui existe depuis un certain nombre d'années, qui fonctionne bien, qui est renouvelée chaque année et dont nos entreprises peuvent en bénéficier. Donc, pour l'appui à l'internationalisation des PME ETI des Outre-mer. Donc, pour renforcer, bien sûr, cette démarche d'internationalisation, donc toutes les prestations Team France Export peuvent bénéficier de cette aide, donc subvention, qui porte sur 50 à 75% du montant de la prestation Team France Export hors taxe. Donc, d'ores et déjà, quand une entreprise donc, bénéficie d'une prestation Team France Export, le coût peut être réduit de moitié, voire plus, voire 75% de la prestation Team France Export, ce qui est non négligeable, qui est très avantageux pour nos entreprises. Alors, nos entreprises ultramarines sont les seules à en bénéficier, les autres entreprises françaises n'en bénéficient pas. Donc, c'est vraiment un dispositif hors pair pour nos entreprises. Donc, sont éligibles, bien sûr, sous certains critères, donc toutes les prestations du catalogue France Export, que ce soit des études de marché, des tests sociaux, des missions de prospection, des actions de communication. Donc, tout le panel d'offres que je vous ai montré juste avant sur la slide précédente sont des prestations éligibles à cette aide, cette subvention du ministère des Outre-mer. Donc, en termes d'éligibilité des entreprises, donc les entreprises, tout type d'entreprises, donc TPE, PME, ETI, demandeuses, qui font bien sûr partie des territoires d'outre-mer sont éligibles. Donc, je ne vais pas reprendre tous les critères d'éligibilité, mais les plus importants, c'est bien sûr que le siège social soit dans nos territoires, également que l'entreprise soit en règle avec le régime d'exemption des minimis. Donc, pour rappel, le régime d'exemption des minimis, donc, il faut que l'entreprise, au cours des 2 dernières années, n'ait pas reçu plus de 200 000 € de subvention, enfin d'aide publique. Donc, qu'elle soit bien en règle avec ce plafond. Et bien sûr, il faut que l'entreprise génère aussi une certaine valeur ajoutée sur nos territoires. Donc, comme il est indiqué ici, la demande doit concerner des produits ou des services qui génèrent une certaine valeur ajoutée ultramarine. Donc, les activités de négoce pur sont exclues. Donc, les filiales de commercialisation sans réelle valeur ajoutée locale sont exclues. Voilà, c'est un peu l'une des seules exceptions. Sinon, tous les autres secteurs sont éligibles, toute taille d'entreprise, dès lors qu'elle est une TPE, PME, ETI, qualifiée également pour bénéficier de cette aide du ministère des Outre-mer. Bien sûr, chaque demande est prise au cas par cas. On va vérifier votre éligibilité en fonction du code APE de l'entreprise, on va vérifier en fonction de l'activité, etc. Donc, on va aller voir si vous pouvez en bénéficier ou pas. En général, vous pouvez. Donc, cette demande d'aide du ministère des Outre-mer, ce qui est aussi intéressant, c'est que effectivement, la demande passe par votre conseiller international de proximité. Donc, la demande passe par nous et ensuite elle est proposée à notre correspondant donc Business France auprès du ministère des Outre-mer, Johan Remo. Et donc, c'est très simple de faire cette demande, il n'y a pas de dossier complexe à remplir.
Et surtout, le montant de l'aide est déduit directement sur la facture de la prestation Team France Export. Donc, vous n'avez pas avancé de fonds, c'est directement déduit sur la facture Business France. Donc, c'est aussi quelque chose, un atout assez important pour bénéficier de cette aide. Donc, sur les prestations Team France Export et également sur les dispositifs volontaires internationaux en entreprise, vous pouvez bénéficier de cet appui du ministère des Outre-mer, donc spécifiquement pour le VIE, l'appui au recrutement d'un VIE pour les PME des Outre-mer. Donc là, dans le cadre du VIE, l'aide porte sur 50% de l'indemnité du VIE. Donc, la moitié du coût de l'indemnité du VIE, donc la facture Business France, indemnité, frais de gestion et déduite. Et éventuellement aussi d'autres prestations annexes liées au VIE peuvent être aussi bénéficiaires de cette aide du ministère, comme l'appui au recrutement d'un VIE, le coaching. Donc, les critères d'éligibilité pour les entreprises sont similaires, je ne vais pas repasser là-dessus. Mais voilà, donc le ministère, cette convention peut également financer jusqu'à la moitié de l'indemnité de ce jeune VIE que l'entreprise peut missionner pour booster son développement sur un marché à l'étranger. Voilà pour cette partie d'aide du ministère des Outre-mer. Je vais tout de suite céder la parole donc, pour poursuivre sur les aides régionales, donc à Madame Goujon de la collectivité territoriale de Martinique. Merci. Bonsoir à tous. Alors, pour compléter la présentation des aides financières au développement à l'international des entreprises, alors il faut savoir que la collectivité territoriale de Martinique, en 2018, a refondu son dispositif d'aide aux entreprises. Donc, la collectivité, je le précise, n'intervient que sous forme de subvention et a complété son dispositif d'une aide au développement à l'international. Suite à un constat qu'on est sur un marché local restreint, qu'on a des perspectives de croissance économique qui sont meilleures, je dirais, quand elles sont liées au développement de l'exportation. Il y avait des opportunités sur le marché caribéen, donc même si l'environnement est concurrentiel. Et l'objectif était en fait d'amorcer les premières démarches à l'export, parce que très souvent, on se rend compte que les entreprises ne prennent pas seules cette initiative, développer l'esprit export afin d'améliorer donc le positionnement des produits martiniquais à l'export et soutenir la compétitivité des entreprises. Alors, je mets déjà en préalable que toute cette aide au développement se fait vraiment main dans la main avec le partenariat de l'équipe de la CCI. Parce que effectivement, grâce à leur expertise, on se rend compte que si nous pouvons véritablement mettre nos aides financières en place, c'est parce qu'il y a en amont l'ingénierie de la team export de la Chambre de commerce. Qui sont les bénéficiaires? Ce sont les PME primo-exportatrices réalisant moins de 10% de leur chiffre d'affaires à l'export. Ça peut être aussi des groupements d'entreprises fédérés autour d'un organisme maître d'ouvrage comme les chambres consulaires, les associations professionnelles, etc. Il faut que l'entreprise ait son siège social et une part significative de son activité à la Martinique. Elle doit justifier d'au moins 1 an d'activité et avoir une contribution financière d'au moins 25% des coûts éligibles au travers de ressources personnelles ou de financement extérieur. Quels sont les secteurs éligibles? Alors, tous les secteurs sont éligibles, à l'exclusion donc de la liste qui est une liste réglementaire, j'ai envie de dire, qui ne sont pas éligibles aux aides publiques, mais donc le commerce, l'artisanat, le service, l'industrie, tous les secteurs, de façon très globale, sont éligibles à l'aide au développement à l'international. Donc, le dispositif de la collectivité se décompose en 3 volets. Le volet 1, c'est ce qu'on appelle l'assistance export partagée. Cette mesure permet à une entreprise de bénéficier d'une aide financière pour ses démarches à l'export, découlant de recommandations de cabinets conseils ou encore de l'ingénierie des équipes de la CCI et qui correspondent aux dépenses suivantes. Donc, de façon non exhaustive, les études de marché, la réalisation de plans stratégiques export, du conseil juridique, de la mise aux normes étrangères, des frais de recherche, l'élaboration de documents commerciaux
dans la langue du pays, la mise en place d'un site Internet dans la langue du pays, la participation à des manifestations professionnelles dans le pays cible et des frais de fonctionnement dans la limite de 10% des dépenses totales, plafonnées à 3 000 € sur 2 ans. Sont exclus du dispositif les dépenses liées à une délocalisation. Il faut que l'entreprise conserve son siège à la Martinique. Donc, le taux d'intervention de la collectivité est de 40%. Et ce taux est majoré de 10 points quand le projet est dans le cadre de la mise en place d'un accompagnement export par la CCI et la TF. Donc, pour une entreprise, le plafond de subvention est de 30 000 €. Un groupement d'entreprises de 2 à 3 entreprises va jusqu'à 50 000 € et jusqu'à 100 000 € pour un groupement de 4 entreprises ou plus. Donc, on se rend compte quand même que sur ce premier dispositif, non seulement la liste des dépenses est quand même et rejoint ce qui a été dit ce matin, hein, où il ne faut pas hésiter à faire de l'accompagnement juridique, le besoin qu'il y a de traduire les documents juridiques administratifs, ne serait-ce que les plaquettes ou même une étiquette dans la langue du pays. En tout cas, nous avons essayé de voir large quant aux dépenses qui permettraient à cette entreprise primo-exportatrice d'être accompagnée du mieux possible, en tout cas. Le deuxième volet, c'est l'embauche de cadres export. C'est l'exemple pour les jeunes qui sont assis là, qui ont envie de faire éventuellement un séjour à l'étranger. Donc, cette mesure s'adresse aux bénéficiaires de l'assistance export partagée, donc des entreprises dont on parlait dans le premier volet, et ça vise le financement d'un cadre export, Bac+3 minimum ou équivalent, qui est chargé de poursuivre la prospection d'un nouveau marché sur 1 an. Et ce poste, évidemment, doit être en adéquation avec le projet. Il faut être en CDD minimum d'1 an ou en CDI, et c'est cumulable avec le volontariat international en entreprise dont vient de parler Nathalie, et dans la limite du cumul autorisé. Donc, le taux d'intervention, c'est 50% de la rémunération du cadre pendant 2 ans, dans une limite de 33 500 €. Le troisième volet, donc, ça permet aux entreprises d'accroître le chiffre d'affaires à l'export. Donc, ce sont des entreprises qui sont déjà, je dirais, dans un esprit export et qui ont besoin d'actions supplémentaires. Donc, il s'agit de financer des actions individuelles ou collectives s'inscrivant dans le cadre de missions de prospection commerciale, des foires, des salons, donc création de groupements à l'international, la réalisation d'actions de promotion collective ou de formation spécifique à l'international. Le taux d'intervention pour les initiatives individuelles, le montant minimum du projet doit être de 3 000 €. C'est 50% du budget hors taxe des dépenses retenues, dans la limite de 9 000 € par action, et qui s'inscrit dans le cadre d'un projet annuel. Récemment, nous avons accompagné une entreprise martiniquaise sur un salon à Miami l'an dernier. À Miami, c'est quelqu'un qui fait des vêtements et qui effectivement allait démarcher de nouveaux clients pour pouvoir développer sa marque purement martiniquaise. Alors, le taux d'intervention pour les actions collectives, l'intervention sera de 60 000 € par action dans le cadre d'un groupement d'entreprises ou d'une action collective sur la base d'une action par structure et par an. Dans ce cadre-là, ça nous arrive d'avoir des groupements d'entreprises qui vont sur des salons ensemble. On a eu le cas d'un salon au Japon, par exemple. 10% des frais de préparation de l'opération par le maître d'ouvrage dans la limite de 3 000 € et 50% des frais relatifs à la constitution d'un groupement à l'international et à son fonctionnement. Les frais sont retenus toujours sur une période de 2 ans et la subvention peut aller jusqu'à 100 000 €. Donc, je vous ai présenté les dispositifs d'accompagnement financier de la collectivité. Ce qu'il faut retenir, c'est que ils sont là. C'est vrai, le dossier n'est pas... quasiment 100% des dossiers que nous avons eus, ce sont des entreprises qui ont été accompagnées par les équipes de la CCI. Ça permet à une entreprise d'être beaucoup plus rassurée quant à son choix d'aller vers l'export, et nous, collectivités, parce que ce sont des fonds publics, d'avoir en face un dossier qui tient la route
et surtout où il y aura déjà une analyse, un diagnostic qui aura été fait avec les équipes de la CCI, montrant bien que cette entreprise, dans cette démarche, aboutira à quelque chose. Des fois, il y en a qui ne comprennent pas trop, mais ils se rendent compte que très vite, y aller tout seul, sans s'être préparé, on va souvent à l'échec. Donc, voilà la présentation des aides de la collectivité de Martinique et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Nous allons maintenant laisser la parole à la région Guadeloupe, Aurélie Degla. Aurélie, tu nous entends? Oui, bonjour. J'avais un petit problème de son, je n'arrivais pas à réactiver mon son, mais c'est bon. Alors, bonjour à tous, je suis Aurélie Degla, chargée de mission export et internationalisation à la région Guadeloupe. Donc, je suis prête à vous présenter l'aide régionale à la prospection internationale. Donc, l'aide régionale individuelle à la prospection internationale qui est disponible à la région Guadeloupe, c'est un dispositif d'aide qui est sous forme de subvention et qui a pour but d'accompagner les entreprises guadeloupéennes qui souhaitent prospecter des marchés étrangers. À quoi sert ce dispositif? Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, il sert bien sûr à renforcer la compétitivité de nos entreprises et il est en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation qui a pour objectif de permettre aux entreprises de valoriser leur savoir-faire sur des marchés internationaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette aide ne permet pas de financer la mise en place effective d'un réseau formalisé de distribution à l'étranger. Ce qui signifie qu'on ne va pas financer, par exemple, la mise en place d'une boutique dans un pays étranger. Pour donner un exemple de réseau formalisé de distribution. Alors, à qui s'adresse cette aide en slide suivante? Donc, elle s'adresse aux entreprises qui suivent les critères de la réglementation européenne en vigueur. Il faut que les entreprises aient leur siège social en Guadeloupe, qu'elles soient inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Bien sûr, qu'elles soient engagées dans une conquête d'export, dans une démarche d'export. Et comme toute entreprise qui peut prétendre à des subventions publiques, il faut être à jour de ses cotisations fiscales et sociales. Donc, comment ça se passe pour déposer et recevoir donc, cette aide? Donc, il y a un certain nombre de pièces, donc des pièces réglementaires de type RIB, fiche INSEE, et d'autres pièces qui sont demandées, comme par exemple un plan de financement du projet, une présentation de l'entreprise et de son projet à l'export. Donc, en fait, toutes les pièces sont précisées dans la délibération cadre qui régit cette aide. Et l'idée, en étape numéro 1, c'est de constituer un dossier complet. Donc, en cela, les équipes de la CCI peuvent accompagner les entreprises ou elles peuvent se faire accompagner d'un consultant privé ou alors faire le dépôt de leur dossier en interne. Ensuite, une fois que le dossier est déposé, il y a une phase d'instruction qui permet donc à l'instructeur de vérifier les pièces du dossier, de contrôler la pertinence du projet par rapport aux velléités de l'entreprise à l'export, de consulter la CCI au besoin pour avoir plus d'informations sur le projet de l'entreprise. Et une fois que le dossier complet est instruit, il y a une présentation de ce dossier dans une commission développement économique. Donc, cette commission réunit des élus qui œuvrent autour de la thématique du développement international. Et en ce sens, les élus donnent un premier avis par rapport à ce qui est proposé en termes de subventions pour l'entreprise et son projet en particulier. Donc, l'avis peut être favorable, mais il peut également être défavorable si le projet est, par exemple, inéligible ou si les crédits sont insuffisants par rapport au montant demandé par l'entreprise. Donc, dans le meilleur des cas, l'avis est favorable. La commission développement économique donne un avis donc favorable avec un montant. Et ensuite, l'affaire est présentée en commission permanente et la commission permanente délibère et attribue, enfin entérine la décision d'attribution de la subvention à l'entreprise. À la suite de quoi, en slide suivante,
l'entreprise est notifiée de l'attribution de la subvention par la transmission de la délibération. La délibération, c'est donc le document juridique qui permet à l'entreprise, qui indique à l'entreprise qu'elle est bénéficiaire d'une subvention régionale avec le montant de la subvention. Donc, dès notification de cette subvention, il y a un versement d'un acompte de 40% à l'entreprise. Et ensuite, pour avoir le solde de cette subvention, l'entreprise devra envoyer un compte-rendu financier et les factures justificatives, donc des factures acquittées, je précise bien, à hauteur des dépenses éligibles présentées dans le plan de financement. Donc, la délibération va préciser quelles sont les dépenses qui ont été retenues pour le calcul de la subvention et ce sont ces dépenses-là que l'entreprise devra justifier pour pouvoir percevoir le solde de sa subvention. Et à ce moment-là, on est donc à l'étape 8, au versement du solde de la subvention. Donc, en termes de bonnes pratiques, pour que l'instruction soit la plus rapide possible et pour que le temps soit le plus réduit possible entre le dépôt du dossier et le versement de la subvention en intégralité, il faut bien sûr que le dossier déposé soit complet. Parce que si l'entreprise dépose un dossier qui est incomplet, il y aura le temps où l'instructeur lui demandera les pièces manquantes et ça rallonge effectivement le processus d'instruction. Ensuite, une étape qui est importante, c'est ne pas surévaluer son budget. Donc, bien souvent, les entreprises ont tendance à avoir un budget de prospection conséquent en s'imaginant que la subvention est proportionnelle à leur budget de prospection et donc ils pourront avoir une subvention importante. Mais comme je vous le disais, le solde de la subvention est versé sur justification de factures acquittées. Donc, lorsque l'entreprise n'arrive pas à justifier du paiement de ses factures, le solde de la subvention est calculé au prorata des dépenses qu'elle aura effectivement effectuées. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un budget dans son plan de prospection au plus juste par rapport à la réalité. Ensuite, il y a une autre bonne pratique, c'est plutôt une pratique à éviter, c'est déposer son dossier à la dernière minute. Donc, si par exemple, vous savez que votre salon ou votre mission de prospection est le 13 mars et que vous déposez un dossier le 1er mars, il est évident que la subvention ne sera pas versée avant votre départ. Donc, l'idée, c'est de pouvoir anticiper pour avoir de la trésorerie, tout au plus les 40% d'avance qui vont vous être versés et qui vont vous permettre d'avoir une trésorerie pour pouvoir réaliser les premières dépenses de prospection. Ensuite, une autre pratique, c'est bien sûr faire un reporting financier qui permettra de mobiliser le solde de la subvention parce qu'il arrive que les entreprises ne gardent pas de facture ou mettre des dépenses qu'elles n'arrivent pas à justifier par la suite. Donc, il est vraiment important de pouvoir justifier des dépenses qui ont été effectuées. Il y a également un point qui n'est pas mentionné, mais qui est une pratique qui est attendue, c'est qu'il ne faut pas avoir fait de dépenses relatives au projet avant de déposer sa demande de subvention. Ce qui signifie que si, par exemple, vous avez prévu de faire un voyage de prospection, une mission de prospection aux États-Unis, que vous avez payé votre billet le 1er janvier et que vous déposez votre dossier le 7 janvier, cette dépense qui aurait pu être éligible au calcul de la subvention ne peut pas être prise en compte puisque la dépense a été effectuée avant le dépôt du dossier. Donc, c'est une pratique, c'est un conseil qui est vraiment important pour vous permettre de pouvoir mobiliser au maximum la subvention. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est pris en charge en termes de dépenses éligibles, ce seront les dépenses qui seront relatives à la structuration du projet. Donc, si vous avez adapté un produit, si vous souhaitez vous faire accompagner d'un conseil, faire des études, des homologations pour vendre votre produit ou service à l'étranger, ces dépenses sont éligibles. Donc, on est à hauteur de 50%. Les dépenses relatives au marketing et à la communication, donc tout ce qui va être traduction, plaquettes de présentation, objets publicitaires, etc. Donc, tout ce qui est en lien avec le marketing et la communication, c'est également éligible à hauteur de 50%. Ensuite, tout ce qui a trait au déplacement, à la participation au salon professionnel. Donc, j'insiste sur les salons professionnels puisque l'aide exclut les salons tout public.
Un salon tout public, par exemple, c'est la Foire de Paris ou le salon d'agriculture, contrairement à un salon comme le CIAL, qui est vraiment un salon B2B, donc business to business. Donc là, on prendra en charge billets de transport, hébergement. Donc, ces dépenses-là sont à hauteur de 25%. Et les frais d'inscription, l'aménagement du stand, la location du stand, etc., sont financés à hauteur de 50%. Ensuite, nous avons le volet valorisation des compétences internes où on viendra compléter en fait la subvention du ministère des Outre-mer en venant financer jusqu'à 25% de la rémunération d'un volontaire international à l'étranger. Donc voilà pour les dépenses éligibles, mais ces dépenses éligibles se retrouvent également dans l'annexe de la délibération cadre qui régit cette aide, que vous pouvez retrouver sur demande. Voilà. Ensuite, autre chose, les dernières choses à savoir, c'est que ce régime est attribué sur la base du régime de minimis. Donc, c'est un régime qui autorise des aides qui n'excèdent pas le plafond de 200 000 € par entreprise sur une période de 3 exercices fiscaux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les aides régionales vous sont attribuées par rapport à des régimes exemptés ou pas. Et dans le cas de cette aide, il s'agit d'une aide de minimis. Donc, ce qui signifie que vous avez peut-être eu par le passé, enfin dans les 3 ans en tout cas, une aide régionale, qui peut être par exemple une aide au démarrage d'activité, qui est une aide de minimis. Donc, nous, ce qu'on va venir calculer, c'est que l'entreprise ne dépasse pas les 200 000 €, toute aide de minimis confondue, qu'elle soit à l'export ou à la formation ou autre. Enfin, en général, c'est dans le champ du développement économique. Donc, autre point à savoir, c'est le plafond des demandes. C'est que l'aide est plafonnée à un montant de 10 000 € par entreprise bénéficiaire. Donc, on peut avoir un bonus quand on a moins de 30 ans. Et la demande d'aide aussi, c'est très important, n'est recevable et éligible qu'en fonction des crédits annuels inscrits au budget régional. C'est-à-dire qu'une fois que les crédits sont épuisés, on ne pourra malheureusement pas répondre favorablement à une demande d'aide. Et la fréquence des demandes. Donc, une entreprise ne pourra solliciter de nouveau le dispositif d'aide régionale individuelle à la prospection internationale qu'1 an après le versement du solde de la précédente demande. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est important de pouvoir mobiliser rapidement le solde de sa subvention grâce au reporting financier pour ne pas que ça traîne en longueur et que ça vous empêche de présenter une nouvelle demande l'année suivante. Donc, voilà, en gros, ce qu'il faut savoir sur l'aide régionale à la prospection internationale proposée par la région Guadeloupe. Merci beaucoup, Aurélie. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Patricia Calu de la CCI Guyane, qui va nous présenter. Bonjour à tous. Donc, la collectivité territoriale de Guyane est empêchée au dernier moment et donc m'a demandé de présenter ce dispositif mis en place par la collectivité depuis 5 ans et géré par la Chambre de commerce. Donc, voilà, on est bien placé pour en parler puisque c'est nous qui animons cette enveloppe que nous avons appelée Guyane Export Plus. Guyane Export Plus, donc qu'est-ce que c'est? C'est un fonds alimenté par la collectivité, instruit et géré par la CCI Guyane, qui est destiné à toutes les entreprises installées en Guyane ayant une activité commerciale d'impact local, mesurable en termes d'emploi et qui présente une stratégie de développement à l'international. Contrairement aux dispositifs qui nous ont été présentés par nos collègues de Martinique et Guadeloupe qui concerne un plan d'action sur une période, ce dispositif régional correspond à une opération. En fait, l'entreprise va nous faire la demande pour une mission de prospection, une participation à un salon sur un instant T, donc dans un délai de temps défini. Donc, les champs d'intervention sectoriels et géographiques, l'export proche, l'export large, et on a complété sur les foires et salons professionnels des Antilles et de l'Hexagone à dimension internationale. Je dis bien salon professionnel, ça veut dire que les salons grand public type foire de Paris ne sont pas éligibles. Mais un salon où il y a une vraie dimension internationale avec une démarche de prospection
seront éligibles. Donc, ce sont des actions collectives, ce sont des actions destinées aux entreprises. Donc, ça peut être dans le cadre d'une opération individuelle, une entreprise qui est dans une démarche pour aller prospecter sur le Brésil, par exemple, ou ça peut être une entreprise qui participe à un pavillon France inscrit dans le programme France Export. Nathalie, slide suivante. Donc, les dépenses éligibles sont toutes les dépenses. On a repris le canevas de l'assurance prospection. Donc, les dépenses de transport et d'hébergement, les frais de prestation technique, d'assistance, de conseil, les frais de documentation, traduction, impression ne sont pas pris en charge. Les frais de personnel, voilà, en général, c'est plutôt ça. C'est les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge. Le montant, c'est 50% des frais engagés sur la base du budget déposé, prévisionnel, et avec une avance possible de 80%. Donc, concrètement, ça se passe comment? L'entreprise nous sollicite une demande, elle complète un dossier avec une explication de sa démarche, de son projet, de pourquoi elle y va, qui participe à l'opération et prépare un budget prévisionnel. Le dossier est réceptionné à la CCI, analysé. Sur présentation de ce budget prévisionnel, si nous sommes dans les délais, nous versons une avance de 80% sur les 50% finançables. Et au retour de l'opération, l'entreprise doit nous rendre bien évidemment un bilan qualitatif et quantitatif avec les justificatifs de dépenses. Et dans ces cas-là, nous versons le solde. Donc, en synthèse, c'est un dispositif qui fonctionne plutôt très bien. L'enveloppe est alimentée par la collectivité, reconduite tous les ans. Ces 2 dernières années, avec le Covid, il y a eu moins de consommation, donc l'enveloppe n'a pas été réactivée l'année dernière, mais elle va être réactivée là en 2023, avec une démarche de dire que si l'enveloppe est consommée, la collectivité peut réapprovisionner le fonds. Les entreprises apprécient le délai de réponse et donc d'instruction du dossier, puisque ça peut être très rapide. Et du coup, ce dispositif continue d'être mis en place. Voilà, merci. Merci Patricia. Pour terminer cet atelier sur le financement, je laisse la parole à Monsieur Germain Alain de BPI France. Merci. Alors, rapidement, je vais vous représenter peut-être très brièvement BPI France, donc la Banque publique d'investissement, qui est en fait déclinée, qui a 49 implantations dans les différentes régions. L'idée, c'est qu'on fonctionne avec une direction régionale. Dans cette direction régionale, il y a les différents métiers de BPI qui sont opérés. Donc, les différents métiers de BPI France, ce sont, peut-être passer à la slide suivante, je passe rapidement. Donc, les métiers de BPI France, ce sont donc les métiers de la garantie, de l'innovation. Alors, l'innovation, on a de tout type d'entreprise, de la faisabilité à la mise sur le marché. La garantie, c'est un chef d'entreprise qui a besoin de faire un financement bancaire. On lui permet d'avoir des garanties spécifiques pour faciliter l'octroi du crédit. Une activité de fonds propres, donc là, c'est plutôt des interventions en capital. Je passe rapidement, on va faire un peu plus sur l'international. Les activités de financement, d'accompagnement, tout ce qui est l'aide à la création, grâce à nos réseaux d'accompagnement, et puis l'activité qui nous intéresse, l'export. L'idée, en fait, c'est qu'on puisse accompagner tout type d'entreprise, donc de la TPE, de la PME, de l'ETI au grand groupe. C'est de pouvoir offrir un continuum d'accompagnement à tous ces acteurs et de pouvoir répondre aux problématiques et d'amener en fait une solution pour accompagner le développement de chaque structure. Alors, en ce qui concerne l'international, donc l'accompagnement à l'international. Donc un peu à l'image de ce que propose la Team France Export et puis les différents accompagnements qu'on a pu voir, on a une idée d'un projet que le projet de développement à l'international suit certaines étapes. Un peu comme tout à l'heure, on l'a vu avec la partie structuration, la partie plutôt prospection, communication et puis développement. Nous, on a les mêmes étapes, même si les mots sont
le wording, les mots sont un peu différents, mais quelque part, on a la prospection, le financement des ventes, le financement du développement, la sécurisation du projet et puis l'implantation sur le marché. Nos accompagnements suivent cette logique et l'idée, c'est de venir vraiment jouer des synergies avec ce qui est déjà présent sur le territoire. Donc, je pense que ça s'imbrique plutôt bien, de ce que j'ai pu entendre. Et l'idée, c'est de vous montrer comment est-ce que l'offre BPI peut venir compléter un peu ce qui vient d'être présenté. Le premier niveau d'intervention, c'est ce qu'on appelle l'assurance prospection. Donc là, l'idée, c'est d'apporter un soutien aux trésoreries, aux entreprises qui sont dans cette démarche de prospection. Donc, on est vraiment sur des structures qui ont déjà une stratégie à l'international, qui ont déjà identifié une zone et qui viennent nous voir avec un budget, voilà, par exemple, une prospection qui peut aller de 12, 24 à 36 mois. Et donc, ils viennent avec un budget. Nous, ce budget, on le travaille. On a des dépenses qui sont éligibles. On l'a vu tout à l'heure sur les différents dispositifs. Donc, c'est à peu près les mêmes dépenses pour BPI. Et on avance, en fait, 65% du budget retenu, de ces dépenses éligibles. On avance 65% en trésorerie. Le versement se fait à 50% de l'aide au début de la prospection et 50% en fin de prospection. Pour donner un exemple concret, une entreprise qui vient voir BPI avec voilà, un budget de prospection de l'ordre de 100 000 €, donc on lui dit OK, très bien, on valide la prospection sur la zone Afrique. Donc BPI va avancer 65% de ce budget en avance récupérable. Donc on verse 50% donc des 65 000 à la signature du contrat. Il se passe une période de prospection de 24 mois. Et à la fin de cette période de prospection, on va reverser le solde en validant que l'entreprise a bien réalisé l'ensemble des dépenses. Donc, on verse le solde. Ensuite, il se passe une période de franchise de 24 mois, c'est-à-dire qu'on laisse l'entreprise en fait développer son activité sur le territoire. Et à la fin de ces 24 mois, donc on est arrivé 4 ans après le début de la période de prospection, on vient voir le chef d'entreprise, le dirigeant, pour valider si la prospection a été un succès ou non. Si il s'avère que le projet d'export n'est pas validé, que c'est un échec, l'entreprise ne devra rembourser qu'une petite quote-part de l'aide qui est avancée par BPI. Elle ne remboursera que 30% de l'aide qui a été versée. Et ensuite, c'est en fonction du succès, ça veut dire du chiffre d'affaires obtenu, que l'entreprise remboursera BPI. Si c'est un succès, si elle a atteint 100% de cet objectif, elle remboursera 100% de l'aide avancée sur une période de 5 ans. Donc voilà. Donc, à la différence des autres dispositifs, il faut bien noter que c'est une avance récupérable et non une subvention. Donc, ça engage quand même le dirigeant à rembourser l'avance qui est faite. Voilà, donc ça c'est le point quand même qui est assez important. On a des possibilités sur les mesures Covid. On a avancé 70% du montant de l'aide au départ du programme. Donc ça aussi c'est une petite particularité qu'on a sur nos dispositifs, c'est qu'on est en préfinancement. On n'attend pas que le dirigeant réalise les dépenses, on vient verser une partie de l'aide en amont pour permettre justement d'engager cette stratégie à l'export sans avoir besoin de puiser dans la trésorerie de l'entreprise. Donc ça, c'est pour l'assurance prospection. Je regarde si j'ai un outil. Oui. Donc ensuite, on a décliné récemment l'assurance prospection avec l'assurance prospection accompagnement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance prospection, donc on est sur des budgets, voilà, on peut accompagner en moyenne, c'est des accompagnements de l'ordre de 50 à 100 000 € qui sont mis en place pour les entreprises. L'assurance prospection accompagnement, là, on est vraiment sur des primo-exportateurs. Et l'idée, c'est de venir mettre une brique d'accompagnement en plus et de cibler peut-être des structures des plus petites structures qui n'ont pas encore cette notion de développement international, de venir les aider à développer un esprit à l'export. Et donc là, on s'appuie sur les experts internationaux pour réaliser des accompagnements. Et ensuite, sur le même mécanisme que l'assurance prospection,
on vient financer grâce à une avance récupérable un budget de prospection. Mais là, on est plutôt sur des structures qui n'ont pas encore bien identifié la zone de prospection, la zone cible, et qui ont un besoin en plus d'accompagnement. Voilà. Alors, une fois que la prospection est validée, on va être sur une stratégie qui est plutôt d'accompagner le développement du coup de l'entreprise. Et on a ce qu'on appelle le dispositif le pré-développement outre-mer. Alors, le pré-développement outre-mer, c'est un prêt de trésorerie. Alors, les critères d'éligibilité, c'est les TPE, les PME qui ont déjà 3 années d'existence, au moins 3 bilans. Parce que tout ce qui est les dispositifs d'assurance prospection, c'est vrai que je n'ai pas dit, mais ils sont éligibles aux entreprises qui ont au moins un bilan. Là, sur cette partie, on est vraiment sur des sociétés qui sont structurées, qui ont au moins 3 bilans. L'idée, c'est de venir financer toujours aux côtés d'une banque le développement des ventes. Alors, imaginons qu'une entreprise a un nouveau marché à l'international, ça se développe très bien, elle va avoir besoin de faire des achats de matières premières plus importants, de développer ses ventes, ses communications, de recruter. Donc, il y a ce qu'on appelle une augmentation du besoin en fonds de roulement de cette société. Et donc, le dirigeant va solliciter sa banque. Imaginons un besoin de 100 000 euros. La banque finance 50 000 euros et BPI peut venir mettre un prêt de trésorerie du même montant que la banque. Donc, c'est vraiment pour l'idée d'accompagner le développement. Le gros avantage pour le dirigeant, c'est qu'on ne demande aucune garantie. Donc, il n'y a pas de caution personnelle ou autre demandée. Et surtout, le taux est bonifié. Donc, on a un taux préférentiel et une période de différé qui peut aller jusqu'à 24 mois, ce qui permet vraiment à l'entreprise de développer ce marché, d'avoir un retour sur investissement et de la valeur créée avec les ventes. Et au moment où la valeur et la trésorerie est sur les comptes de l'entreprise, elle commencera à rembourser le prêt mis en place par BPI. L'autre critère qui est important quand même sur ce prêt de développement outre-mer, c'est qu'on n'intervient jamais au-delà des fonds propres de la structure. Donc, 3 critères d'intervention, uniquement sur des sociétés plus de 3 ans, jamais au-delà des fonds propres de la structure et toujours en cofinancement avec un partenaire bancaire. Les interventions peuvent aller de 10 000 à 750 000 euros. Et on a la possibilité sur ces mécanismes de venir garantir la banque. C'est-à-dire si on intervient sur un programme, comme tout à l'heure j'expliquais, de 100 000 euros, la banque prête 100 000 euros à l'entreprise, on peut se permettre de garantir la banque et en plus de faire un financement de trésorerie. Voilà pour la partie prêt de développement. Et ensuite, alors, on a validé la prospection, on a accompagné aussi la partie développement et l'entreprise, le dirigeant souhaite maintenant s'établir sur le marché, dans le pays cible, soit en créant une structure, soit en rachetant des parts d'une société. Donc là, nous, ce qu'on propose, c'est de venir garantir le montant des apports faits par le dirigeant dans cette structure. Donc, on peut garantir 50% de ces apports dans la limite d'1,5 million. Les durées de cette garantie sont de 3 à 7 ans et il y a une commission. Donc, le coût de cette garantie, il est de 0,5 à 2% du montant investi par le dirigeant. Donc, typiquement, imaginons une entreprise qui, pour vous donner un exemple concret, une entreprise qui fait des meubles en bois, des meubles en bois. Elle a un fournisseur en Amérique latine et puis elle a envie de sécuriser un peu son approvisionnement. Le dirigeant souhaite acheter des parts de cette société pour l'aider à sécuriser son opération. On va venir garantir les fonds qu'il mettra dans cette société. Donc, voilà, pour vous donner concrètement un exemple, sur la partie, donc ça c'est ce qu'on appelle la garantie de projet à l'international. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir une offre d'accompagnement aussi bien sur la prospection, le développement et l'implantation. Et juste pour différencier effectivement, donc on n'intervient pas sous forme de subvention comme ce qui a été préalablement présenté. Et c'est vrai que dans les Outre-mer, il faut être très vigilant sur la partie aide de minimis,
parce que nous, on a également des dispositifs qui sont contraints sur ces régimes. Et donc effectivement, les 200 000 € d'aide de minuit, ça va très vite. Et donc c'est vrai que nous, on est particulièrement vigilants sur ce point. Et parfois, si l'entreprise a atteint son plafond de minimis, c'est qu'elle ne peut pas aller sur un dispositif peut-être régional ou ministériel. Il y a des possibilités aussi de financer la prospection via ces avances remboursables. Voilà. Voilà, nous avons fait le tour de ces aides, de ces financements disponibles pour vos entreprises, pour leurs projets internationaux. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc, maintenant, nous avons quelques minutes pour les questions. Donc, les questions qui ont été posées sur le chat et puis également, s'il y a des questions dans la salle. Est-ce que vous souhaitez que je réactive les micros des participants distants? Oui, pourquoi pas. Certains souhaitent poser la question de vive voix. On a un problème aussi sur le 0,1, enfin de 1 à 50, c'est du 0. Alors, peut-être. Dans ce cas-là, voilà, on va si peut-être prendre les questions programme du chat d'abord. Olivier désactive les micros plutôt. Voilà. Alors, les gens peuvent lever la main avec les émoticônes, peuvent demander la parole en levant la main. À ce moment-là, on active leur micro directement. C'est aussi une façon de permettre aux gens de s'exprimer directement. Alors, la première question, en étant accompagné par la TFE et en cumulant les aides financières du BOV et de la CTM, quel budget l'entreprise dépense-t-elle vraiment pour un VIE de 12 mois à cette ci par exemple? Très précis comme question. Quel est le salaire du salarié et quels sont les frais que l'entreprise est prête à engager pour ce salarié? Alors, pour le VIE, si ma mémoire est bonne, l'indemnité est à peu près de 2300 € mensuels en termes d'indemnité du VIE. Donc, 50% du montant est pris en charge par la convention ministère des Outre-mer Business France, donc déduit de la facture. Et ensuite, effectivement, si l'entreprise dépose un dossier d'aide complémentaire au niveau de la CTM, un pourcentage complémentaire peut être mobilisé. Parce que la CTM n'intervient que sur le salaire. Les 33 000, c'est 50%, donc du salaire sur 2 ans plafonné à 33 500 €. Donc, nous n'intervenons que sur la partie salariale, le salaire qui sera donné à la personne qui fera la prospection. Alors, après... Et puis, attention effectivement aux aides de minimis, puisque les dispositifs sont sur les aides de minimis. Alors, pour répondre complètement à la personne, en fait, quand on considère un VIE, on ne considère pas uniquement l'indemnité, on considère aussi tous les frais annexes. C'est-à-dire qu'un VIE, je prends l'exemple de notre VIE Cédric qui était là, quelque part, qui est basé à Sainte-Lucie. Cédric, on considère son indemnité, mais on considère par exemple son hébergement professionnel. Donc, lui, il va payer son hébergement personnel parce qu'il va recevoir une indemnité qui va lui permettre de payer son hébergement. Puisqu'on a dit l'indemnité, elle est de 2 300 € net. Il n'y a pas d'autre charge pour l'entreprise, hein, puisqu'on l'appelle une indemnité, ce n'est pas un salaire, on le verra plus tard. C'est une indemnité, c'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise non plus qui fixe le montant de l'indemnité, c'est un montant qui est fixé par le ministère des Affaires étrangères. Ce sont des grilles officielles qui ont été définies avec
une tranche, je veux dire, une partie nationale, enfin une tranche nationale, c'est-à-dire que le VIE, s'il passe un temps sur le territoire français, il va recevoir une indemnité qui est fixe. Et puis, en fonction de là où il est basé, il va recevoir une indemnité géographique, qui est fonction du coût de la vie. Par exemple, si on prend, j'ai plus en tête les grilles, mais par exemple, New York ou certains pays d'Afrique, on est à 4 000 € d'indemnité. Bon, ça, c'est pour donner un exemple. Donc, avec cela, il faut l'héberger professionnellement, le VIE. Il faut le mettre dans un bureau. Donc, souvent, les bureaux de Business France font des locations de bureaux, puisque, en fait, il ne doit pas être dans un bureau tout seul, il doit être encadré aussi par quelqu'un sur place. Donc, soit dans une chambre de commerce internationale qui va avoir des bureaux à louer et qui va louer, ça peut être entre 200, 400, 900 € par mois. Donc, on va considérer ce coût annuel de l'hébergement. Et puis, si l'entreprise met à disposition un véhicule pour que le VIE puisse se déplacer, ou si on ne lui met pas à disposition un véhicule, il va se déplacer avec le taxi. Ça fait partie des frais de mission. Donc, c'est intégré, parce qu'on considère qu'il est dans le cadre de sa mission. Donc, en fait, nous, on va accompagner l'entreprise à réaliser ce budget et on va aider l'entreprise à mobiliser les différents financements. Donc, il y a 50% de l'aide du ministère de l'Outre-mer. Il peut y avoir un complément de salaire, soit au niveau de la collectivité, soit au niveau de BPI, donc l'assurance prospection. Et puis, le reste des frais peuvent être couverts aussi, soit par l'assurance prospection, soit par les aides régionales. Donc, on ne pourrait pas dire à ce stade-là combien il reste à charge de l'entreprise, puisque ça va dépendre de ce que l'entreprise met à disposition. Si l'entreprise, par exemple, a une filiale à l'étranger, le VIE va être basé dans la filiale. Donc, il n'y aura pas de coût de location de bureau, par exemple. Mais globalement, tous les outils sont là pour que l'entreprise, finalement, ne paie qu'à peu près 20% ou 25% grand maximum de tous les coûts. Globalement, le reste à charge est entre 25 et 30% grand maximum. Donc, on fait ce budget-là et ce budget-là avec tout le croisement des financements, évidemment dans la limite de 200 000 qui ont été précisés. Elle a tout à gagner, en tout cas, à recruter ce jeune. Il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes qui, en général, ont entre Bac+2 minimum pour des aspects très techniques, jusqu'à Bac+5, donc ça peut être des profils d'ingénieurs, école de commerce ou autres. Voilà, pour être très complète dans la réponse. Merci. Deuxième question. On a répondu en partie, mais je la pose quand même. Elles sont accompagnées par la CCI pour présenter le dossier d'aide territoriale à la collectivité, de façon à ce qu'il ait toutes les chances d'être reçu. Oui. Autre question à Madame Degla, aide individuelle et Guadeloupe. Justement, quels sont les délais d'instruction? Les dépenses réalisées à l'étranger sont-elles toutes éligibles? Les délais d'instruction. Aurélie, est-ce que tu as pu entendre la question posée par Stéphanie? Aurélie, est-ce que tu es avec nous toujours? Alors, je crois qu'il y a le micro. Alors, la question a été posée par Axel, peut-être que… Oui, alors, excusez-moi, en fait, j'entends les questions, mais je ne suis pas habilitée à réactiver mon son moi-même. Ah, d'accord. Du coup, c'est pour ça que je ne peux pas… Vas-y, on t'entend. Donc, d'accord. Quels sont les délais d'instruction? C'était la question. Et les dépenses réalisées à l'étranger sont-elles toutes éligibles? Alors, les délais d'instruction vont dépendre de plusieurs paramètres, donc je ne pourrais pas donner forcément de réponse fixe. Ça va dépendre de la qualité du dossier déposé par l'entreprise. Ça va dépendre des dates programmées de commission développement économique qui ont lieu une fois par mois
Mais imaginons que le dossier est déposé, que la date de commission de développement économique est déjà passée, il faudra attendre celle du mois suivant. Donc, c'est un petit peu difficile de répondre. Mais en tout cas, les bonnes pratiques, c'est de vraiment déposer un dossier complet et c'est la première étape qui va permettre une instruction rapide du dossier. Donc après, bien sûr, il y a des aléas aussi. Vous avez peut-être entendu parler de la cyberattaque qu'a subi la région Guadeloupe. Donc ça a ralenti nos processus des derniers mois. Mais en général, si le dossier est complet, l'instruction en elle-même va très vite, puisque qui dit dossier complet dit qu'on peut l'analyser rapidement. Donc ensuite, est-ce que toutes les dépenses à l'étranger sont éligibles? Ben non, on a une liste de dépenses éligibles qui est présentée en annexe de la délibération. Donc, ben, ça va dépendre du type de dépenses proposé par l'entreprise et il faudra justement que l'entreprise puisse regarder la délibération cadre et voir si les dépenses qu'elle prévoit sont éligibles ou pas. Merci. Alors, troisième question, je suppose que c'est pour la CTM. Quelle est la date limite de dépôt des dossiers et où déposer les dossiers? Alors, il n'y a pas de date limite de dépôt des dossiers. Alors, comme ma collègue de Guadeloupe, vous avez un principe général sur tout type d'aide publique qui est la notion d'incitativité de l'aide. Ça veut dire que si vous déposez un dossier, vous n'avez encore réalisé aucune dépense. Effectivement, vous souhaitez vous rendre dans un salon au Japon au mois de mars. Si vous me déposez le dossier fin février, on est un peu embêté. Donc, chez nous, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de rupture, j'ai envie de dire, dans la prise en main des dossiers. Et tous les dossiers sont à déposer dans nos services à l'hôtel de Cluny. Donc, mon service reçoit sans rendez-vous tous les jours de 8h à 12h30. Les dossiers les pièces et la délibération sont sur le site de la collectivité et même aussi sur le site pour la Martinique qui s'appelle Zétoile, qui est un site sur lequel on trouve toutes les aides possibles pour l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement financier des entreprises. C'est un portail qui a été mis en place par Martinique Développement, qui est un satellite de la collectivité. Et sinon, 59 63 00, service des aides aux entreprises, vous avez un de mes collaborateurs qui se fera un plaisir de vous donner les détails, de vous envoyer la liste des pièces à fournir. Et comme disait la collègue de Guadeloupe, un dossier aussi dépend de ce qu'on y met. Si on se contente de me mettre un devis de billets d'avion et une vague mail de bienvenue au salon des spiritueux du Japon, on ne va pas très loin avec ça. Et donc, venez nous voir, on vous présente le dispositif. Ceux qui n'ont pas fait la démarche CCI, on les met en rendez-vous avec l'équipe de la CCI Martinique. Et comme je vous dis, 100% des dossiers qui sont passés sans aucun problème sont passés par la case CCI. On a l'honnêteté de dire et la modestie de dire que nous n'avons pas l'expertise de la team France Export sur cela et donnons aux spécialistes leur mérite. Et nous, on accompagne, on sait ce qu'on sait faire, nous, on sait accompagner financièrement en matière de subvention et l'expertise et l'ingénierie. Et en ayant ces deux partenaires dans vos dossiers, il y a toute la chance qu'effectivement que vos dossiers aboutissent. Et surtout, acceptez aussi d'entendre qu'un projet n'est pas mûr et que vous n'avez pas la capacité pour le moment à faire. Merci. Autre question d'Amélia. Le prêt à taux zéro est-il pris en compte dans le calcul du plafond de peut-être très spécifique là-dessus, non? Pas à taux zéro. Si le porteur de projet de l'entreprise a créé son entreprise, ça fait déjà à peine un mois qu'il a obtenu le prêt à taux zéro, là on est en création d'une entreprise. Non, mais le prêt à taux zéro, c'est un prêt. Mais c'est pas dans les bénéfices, c'est un prêt. Si un prêt à taux zéro, c'est le prêt d'honneur d'initiative négative. Ça ne rentre pas dans les aides de toute façon, c'est un prêt personnel. Ça ne rentre pas dans les aides de
Alors, autre intervention d'Axel, pas d'aide collective en Guadeloupe. Alors, je ne sais pas si elle peut... Alors, pour la Guadeloupe, pour tout ce qui est collectif, on oriente les porteurs de projets vers le FEDER, qui a une fiche action dédiée qui s'appelle Action collective, qui n'a malheureusement pas été quasiment pas du tout mobilisée sur la programmation précédente. Et étant donné que les dépenses sont plus importantes, la fiche action FEDER est plus adaptée à ce type de projet, en tout cas les projets collectifs. Le nouveau programme opérationnel est sorti. Par contre, le document de mise en œuvre est en cours d'élaboration, donc ça ne devrait pas trop tarder. Et donc, pour tout ce qui est collectif, ça peut être porté soit par une entreprise, pour un groupement d'entreprises, soit par une CCI, soit par un groupement, par une association. Enfin, voilà, il faut vérifier les conditions d'éligibilité. Mais en tout cas, le FEDER a cette fiche action qui permet de financer des actions collectives de prospection à l'international. Merci. Alors, Monsieur Jean-Gilles qui pose la question du statut juridique des entreprises éligibles à l'aide sectorielle. Je suppose que toutes les réponses que vous pouvez me dire sur la plateforme des étoiles. Oui, en fait, la seule structure juridique qui est inéligible aux aides publiques, c'est l'auto-entrepreneur. Donc, toutes les autres types, que ce soit entreprises individuelles ou toutes formes de sociétés, évidemment pas les associations, sont éligibles à l'aide à l'international. Dernière question concernant à nouveau le VIE. Alors, le VIE à l'étranger doit-il nécessairement effectuer une mission de prospection commerciale et de développement ou peut aider aux opérations courantes de l'entreprise, exemple marketing, communication? Alors, ma première réponse sera d'inviter ce participant à notre atelier de demain, donc où il saura tout, mais vraiment tout, sur le dispositif VIE. Donc, l'atelier de demain, 9h30, sur cette même plateforme ou en présentiel à la Chambre de commerce en Martinique et en Guyane. Voilà. Et pour répondre plus en détail, donc effectivement, alors, les missions confiées au VIE doivent bien sûr être en lien avec le projet international, mais elles peuvent concerner tout type de missions, qu'elles soient commerciales, du business développement, ou également des missions plus spécifiques, comme les métiers du marketing et autres, même des métiers d'ingénierie, de conseil et autres. Donc, tous les profils de candidats VIE sont possibles. Et donc, toutes les missions sont possibles dès qu'elle est bien sûr en lien avec le développement international de l'entreprise et basée bien sûr sur le marché étranger. Voilà. Oui, une question dans la salle. Dans la salle, la nationalité du VIE, c'est français, européen? Alors, le VIE peut être français, européen également. On a déjà eu le cas. Alors, attention, on a eu cette spécificité dans certains territoires. Donc, les accords qui ont été passés avec les ministères locaux n'autorisent que des VIE de nationalité française. On a eu le cas à Sainte-Lucie qui n'accepte que des VIE de nationalité française. On a eu un américain, espagnol américain, et il n'a pas été accepté puisqu'il n'est pas de nationalité française. Voilà. Mais dans les autres pays du monde, on peut avoir des Européens. Voilà. Autre question dans la salle en Martinique. Alors, VIE, volontaire international en entreprise. Donc, pareil, on a des jeunes candidats dans la salle, c'est pour ça. Mais on vous en dira beaucoup plus dès demain. Donc, demain, justement. Mais on refera une session spécialement. Donc, juste un rappel, demain, donc nous commençons demain avec une conférence sur la République dominicaine, comment capter les marchés publics des bailleurs internationaux, avec une intervention notamment de nos partenaires de l'AFD.
Également, donc, cet atelier spécifique pour la mobilité internationale sur le VIE et le dispositif européen Erasmus Jeunes Entrepreneurs, donc, que l'on verra demain. Également, un atelier sur comment réussir son projet export avec une logistique efficace. Donc, très important, cet outil de logistique à mettre en place. Et dans l'après-midi, un atelier sur les marchés de proximité pour diversifier vos sources d'approvisionnement. Donc, un atelier sur le sourcing. Et pour finir, également, un atelier sur la sécurité juridique. Donc, comment assurer la sécurité juridique de votre entreprise à l'international. Donc, voilà pour le programme de demain. Et puis, on est encore ensemble jeudi et vendredi. Vous pouvez retrouver tout le détail du programme sur la plateforme de nos CCI respectives ou des rendez-vous internationaux. Voilà. Une dernière. D'autres questions dans la salle? Une question. Ok. Je vais passer le micro. Bonjour, merci déjà pour ces précisions. Petite question, est-ce qu'il existe un dispositif pour le fret? J'ai entendu. Ouais. Le fret. C'est notre modèle de fret. Mais c'est sur le dispositif des fonds européens. Donc, ça n'entre pas dans le dispositif de l'aide internationale. D'accord. Alors, je vais faire le concerne en fait la situation politique internationale, parce qu'on est dans une espèce de bascule du monde depuis un certain nombre de mois, qui fait que des marchés qui étaient traditionnellement intéressants à l'export, notamment en Europe, aux États-Unis, mais à des niveaux de récession qui varient dans certains pays. Et la question est de savoir est-ce qu'il y a une réorientation ou un travail de réflexion en cours au niveau de la culture d'export en matière de destination, parce qu'effectivement, on peut très bien avoir pays cibles intéressantes, mais appartenant au bloc occidental, il est possible que, pour des questions de sanctions, ces pays-là ne sont pas favorisés au niveau des destinations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne particulièrement pas business France, le BPI. Et c'est un point qui est en fait très, très spécifique, qui concerne en fait les entreprises nord-américaines, qui sont pour la plupart du temps en situation de fonds propres insuffisants. Et effectivement, on a affaire à une masse d'entreprises avec des fonds propres qui sont relativement faibles, et que vous avez là des pays qui financent à hauteur, dont le plafond d'intervention est de 50% des fonds propres. Ça ne va pas chercher très loin en termes de financement. Donc, la question est de savoir comment contourner cet obstacle. Merci. Pour répondre à la première partie, il est évident qu'aller exporter en Russie ou en Ukraine, en ce moment, on est plutôt en zone rouge. En fait, la Team France Export donc, quand vous allez sur la plateforme ou même la plateforme du ministère des Affaires étrangères, vous avez des informations régulières sur les situations économiques des pays et les situations politiques des pays. Et par exemple, sur Team France Export, vous avez des notes, me semble-t-il, d'Atali, des notes régulières sur des pays, et on vous met en garde sur les risques qu'une entreprise encourt à aller faire des affaires avec ces pays. Donc effectivement, les situations évoluent. Alors, il y a des pays qui restent quand même très stables. On parle des pays nordiques, on parle quand même de l'Europe de l'Ouest. Mais en tout cas, sur certains pays, en particulier ceux qui sont limitrophes de la Russie, vous avez des informations très régulières
Quelquefois, il y a des webinaires d'ailleurs qui sont organisés pour parler de ces situations-là, parce qu'il y a quand même des entreprises françaises, même en Ukraine, qui sont présentes. Donc, le ministère des Affaires étrangères est très regardant sur l'évolution des situations et met de l'information à jour à travers les ambassades qui font remonter ces informations à travers aussi, ça peut être les bureaux, des chambres de commerce internationales également. Donc, n'hésitez pas à aller sur soit le site de la Team France Export, soit sur le site du ministère des Affaires étrangères pour regarder l'évolution des situations dans certaines destinations. Donc voilà, même chose, il me semble que BPI à l'époque, il y avait un outil en fait, COFAS avec un rating des pays. Et donc, on pouvait voir aussi si il y a des pays qui étaient en défaut de paiement, par exemple, et donc sur lesquels on avait un risque plus important que sur d'autres. Et puis, juste pour compléter sur, on va dire, ce ciblage aussi des pays prioritaires, c'est vrai que la force de la Team France Export, c'est qu'on a des équipes sur le terrain, dans les pays. Les bureaux Business France ou les CCI, elles sont dans le pays en question que vous ciblez. Et donc, on a la possibilité d'avoir des informations actualisées en fonction de vos objectifs sur ces marchés, de faire une étude de priorisation en fonction de vos objectifs. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. L'idée, c'est en fonction de votre stratégie, de voir s'il est opportun ou pas, dans le moyen, le plus long terme, de se positionner sur ces marchés. Et cela évolue en fonction, bien sûr, de l'environnement économique et politique. Et je vais préciser que c'est d'autant plus important, notamment les notes du ministère des Affaires étrangères, que quand une entreprise veut positionner un VIE à l'étranger, je rappelle que les VIE sont des dispositifs de mise à disposition de jeunes pour une période de 2 ans maximum, donc des jeunes de 18 à 28 ans, qui sont sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères, même s'ils sont gérés par Business France. Et ça veut dire que le ministère est très regardant sur les destinations dans lesquelles les VIE vont être positionnés. Et donc, il va y avoir des zones rouges où le VIE va pas pouvoir être positionné. Vous allez voir, par exemple, Haïti en ce moment, une entreprise qui veut mettre un VIE en Haïti, ce sera fortement déconseillé. Je parlais de l'Ukraine, la Russie, n'en parlons pas. Mais il y a des zones comme ça, où il y a des faits de guerre, des instabilités politiques avec des dangers. Alors, pour la petite histoire, il ne faut pas oublier qu'un des otages à une époque était un VIE. Il y avait un otage en même temps que Thierry Doll, c'était un VIE. Donc, depuis cette affaire, le ministère est d'autant plus regardant sur la situation du pays dans laquelle... Donc, parce que le statut du VIE, c'est quand même un statut très protégé. Donc, voilà, on est sur toute la chaîne. On va regarder, que ce soit pour l'environnement des affaires, mais aussi pour le positionnement d'une ressource humaine et a fortiori un VIE. Merci, comité. Je ne pas spécialement pas spécialement pour ce mot qui est à la bouche. Par exemple, on les avant de traditionnellement ici de l'export ou du secteur. La situation concrète, effectivement, n'est pas en bouche, mais la situation concrète de récession, de pouvoir d'achat en baisse, etc. fait que, même en étant effectivement traditionnellement sur l'export, y aller là en ce moment, peut-être même l'année prochaine, etc., c'est des choses qui me tiennent fort. En fait, comment vous, en dehors en fait, de la définition sur les paroles de bouche, des pays qui sont à l'intérieur des zones qui sont bien ouvertes et qui ne sont pas pertinents à l'export, comment faire cette appréciation? Alors, on ne va pas dire qu'elles ne sont pas pertinentes à l'export parce que ça va dépendre aussi de l'entreprise. Elles peuvent être pertinentes pour certains secteurs. Même si l'Angleterre est sortie de l'Union européenne, il y a quand même du trafic. Donc, il y a des entreprises qui continuent à faire des affaires avec. Donc, en fonction de votre secteur, en fonction de votre offre,
Et Nathalie le disait, il y a une priorisation marché. On va vous mettre en fonction de vos secteurs et de vos projets. On va vous dire, voilà, nous ne vous recommandons pas parce qu'il y a eu cette évolution de la situation et que, effectivement, le contexte économique, où il est devenu plus concurrentiel, où il est plus compliqué parce que les barrières ont été élevées, on va vous dire, on vous recommande d'aller plutôt sur une autre zone. Donc ça, c'est toujours dans la priorisation, puisque dans cette priorisation, Nathalie l'a dit tout à l'heure ou ce matin, le choix du marché va se faire sur la base de critères très objectifs qui vont faire que vous allez y aller ou vous n'allez pas pouvoir y aller, il ne sera pas recommandé d'y aller parce que ça ne vaut pas le coup. Donc, tout va être analysé, la situation économique du moment, récession ou pas, mais en fonction de... Il y a certains secteurs pour lesquels la récession n'est pas un problème. Donc, ça va dépendre vraiment du secteur et de l'entreprise et de la force de l'entreprise de cela. Les entreprises de luxe, récession ou pas, elles fonctionnent bien, toujours. Alors, juste une demande de précision. Peut-être sur la partie fonds propres. Oui, en fait, c'est effectivement l'un de nos critères d'intervention. On n'intervient jamais au-delà des fonds propres. Alors, on n'est pas à 50% des fonds propres, on est bien en 1 pour 1 avec les fonds propres de l'entreprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les fonds propres, donc on a effectivement le capital de la structure, mais on a aussi les reports à nouveau, le résultat de l'exercice, et aussi on s'octroie la possibilité d'inclure les comptes courants associés. Et en fait, ce qu'on voit dans les Outre-mer ou en métropole également, c'est que certaines sociétés sont structurées de manière avec un petit capital, des grands comptes courants associés, et du jour au lendemain, le dirigeant peut décider en fait de retirer ses comptes courants, et on se retrouve en fait avec des structures qui sont déséquilibrées. Donc nous, dans nos critères d'intervention, on s'oblige à intervenir au moins en 1 pour 1 avec les fonds propres pour se dire, quoi qu'il arrive demain, on sait qu'il n'y aura pas de déséquilibre. Et voilà. Et sur certains cas, on le fait quand même, on s'octroie cette souplesse d'inclure les comptes courants associés. Donc, on raisonne en fonds propres élargis pour justement accompagner les structures. On n'a pas, honnêtement, sur tous les dossiers qu'on a aujourd'hui en Martinique, on a rarement de problématiques de fonds propres. On arrive sur les sociétés, on arrive souvent à trouver des solutions sur ce point. Ce n'est pas un critère vraiment bloquant. Ce n'est pas ce qui ressort le plus. Il y a juste une demande de précision d'Axel qui demande si la BPI, alors la BPI fait un accompagnement d'ingénierie de projet à la prospection. C'est pour confirmer ou seulement l'accompagnement financier. Alors, sur la partie APA, assurance, prospection, accompagnement, il y a une partie accompagnement qui va aider sur l'ingénierie, sur l'élaboration de la stratégie et qui est réalisée par les experts internationaux, dont la CCI. Et dernière question, concernant un nouveau VIE, y a-t-il un nombre limite de VIE que l'entreprise peut recruter en bénéficiant de ces VIE? 1 pour bénéficier des aides. Après, une même entreprise peut recruter plusieurs VIE, mais ils ne seront pas subventionnés. Et donc, ça sert à quoi? Déjà, c'est pas mal. Non, d'accord, mais au-delà de là, c'est pas un VIE, c'est un employé. Ah non. Tu peux avoir un VIE en Chine, tu peux avoir un VIE en Amérique du Nord, tu peux avoir, si tu as une entreprise qui se développe dans plusieurs destinations, tu peux avoir un VIE. Avec une structure juridique différente ou avec un. Non, pas du tout, une structure juridique. En fait, le dispositif VIE en soi est très avantageux pour les entreprises. On a des grands groupes qui l'utilisent à foison. Donc, ils ont plusieurs VIE dans plusieurs de leurs filiales dans le monde. Ils ne sont pas subventionnés, mais le VIE en lui-même étant déjà un dispositif national qui est très avantageux, subventionné au niveau national, puisque c'est un effectif qui ça ne rentre pas dans l'effectif justement de l'entreprise. Donc, l'entreprise ne paye pas de charges supplémentaires. Donc, c'est déjà intéressant. Si on prend, pour ne pas le nommer, le groupe Ayotte,
Ils vont mettre un VIE en Côte d'Ivoire, ils vont mettre un VIE en Asie, ils vont mettre un VIE. Voilà, ils vont avoir la capacité de mettre plusieurs VIE sur différents. Mais ils ne sont pas financés, puisqu'il y a aussi des critères de financement, que ce soit des entreprises de moins de 250 salariés. Mais subventionné, c'est un seul. Parfait. Merci beaucoup. On a un petit peu dépassé l'horaire de fin de l'atelier. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Donc, merci beaucoup. Enfin, un seul, attendez. Donc, je rajoute un seul par destination. Et il faut que ce premier VIE ait terminé sa mission. Et après, il peut y avoir un financement, parce que c'est ce qui s'est passé. Il peut y avoir un autre financement sur une autre destination. Voilà. Pas en même temps. D'accord. Voilà, je nuance. D'accord. Pour donner toutes les offres. Parfait. Bien, merci beaucoup. Et à demain.